Lydie Touré, qui est spécialiste de l'histoire de la minéralogie, qui a été responsable des collections de l'école des mines à Paris, mais aussi aux Pays-Bas. Et elle est parmi nous depuis toujours et elle fait des communications sur l'histoire de la minéralogie. Elle va vous parler ce matin des naturalistes hollandais et français à la fin du XVIIIe siècle. Et je m'empresse de lui passer la parole. D'abord, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux à notre session. Je voulais vous présenter aujourd'hui un aspect peut-être pas connu de tout le monde dans les relations qui ont pu exister entre divers savants européens. Et j'ai pris pour exemple, bien sûr, ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire les relations entre les Pays-Bas et la France à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Je vais vous faire découvrir peut-être un peu autrement que littérairement des personnalités fortes de part et d'autre de la frontière belge, je dirais, donc les Français et les Néerlandais. Le sujet de mon exposé tourne autour de personnalités, j'ai choisi 3 personnalités néerlandaises, la famille Camper, père et fils, et un troisième qui n'est pas des moindres, moins connu peut-être, qui est Martinus von Marum. Je précise tout de suite que Martinus von Marum a été le directeur du musée Teylers, le premier musée ouvert au public fondé en 1782. Et c'est un musée polyvalent qui a peu changé depuis sa création et qui présente des cabinets, vraiment le musée de curiosité avec un cabinet extraordinaire d'art, de physique, d'histoire naturelle avec minéralogie et paléontologie séparées, des timbres et ainsi de suite. Et tout ça, c'est resté pratiquement, moi j'y ai travaillé une dizaine d'années. Quand je suis arrivée en 1980, j'ai trouvé des choses absolument figées. Les dernières présentations des collections minéralogiques m'ont posé problème, je ne comprenais pas. J'ai commencé à regarder dans les livres et j'ai vu que le dernier échantillon entré et présenté datait de 1826. Et donc, on avait les collections du XVIIIe siècle réfrigérées dans ces vitrines avec une multitude de renseignements qui tournent autour, bien sûr, de correspondances. En ce qui concerne le premier lot de correspondances dont j'ai tiré les éléments que je vais vous présenter et faire apprécier, la correspondance entre Peter Camper et son fils, c'est 161 lettres écrites à peu près sur 12 mois avec bon, c'est pas un paragraphe, bonjour, je suis à Paris, mais des quantités de renseignements. Et la seconde et les plus importantes, Martinus von Marum, qui a laissé des documents qui sont maintenant stockés dans un fonds Martinus von Marum au Teylers Museum, consiste en 3500 lettres écrites, toutes en français. Elles concernent tous les savants de l'époque, les physiciens, les astronomes, les paléontologistes. En ce qui nous concerne, il a essentiellement travaillé et vu une quarantaine de personnes françaises, et là, le nombre de lettres est aussi stupéfiant. Donc, la prochaine diapo, je vais vous faire... Je voulais vous présenter d'abord un rappel historique sur les Pays-Bas. Là. Ah, voilà. Merci. Déjà, le titre
Ça va vous suggérer la suite quand la Hollande devient française. Et donc, l'histoire de la Hollande se résume, enfin, pour le XVIIIe siècle, par des mouvements de révolutionnaires entre 1780 et 83, qui s'est appelé le mouvement des patriotes, qui agit du temps du règne du roi Guillaume V d'Orange. Et donc, cela nous mène à déjà des interventions des Français avec des localisations françaises autour de Valmy avec des troupes coalisées. Ensuite, ces patriotes ou révolutionnaires sont évincés et le roi reprend position dans sa royauté. En 1793, c'est là que tout change, puisque la France déclare la guerre aux Pays-Bas. En 1795, nous avons un autre changement de régime qui est la République batave. Et puis après, là, la grande période napoléonienne, 1805, Napoléon qui crée le royaume de Hollande avec, ce qui est très important, même d'un point de vue néerlandais, la Constitution, le Code civil et le Code minier. Et jusqu'à présent, ces codes sont toujours, il existe des versions néerlandaises, mais on fait toujours appel, surtout pour le Code minier, toujours appel aux références françaises. À partir de 1813, les armées françaises qui avaient occupé la Hollande se retirent et on a un nouveau système monarchique. Oui, les Hollandais reprennent position dans cette Hollande et le congrès de Vienne qui libère complètement les Pays-Bas de la France. Pourquoi la Hollande? Eh bien, il y a des tas de situations et commerciales et de contacts qui ont permis aussi l'arrivée de nombreux étrangers intéressés par le business de la Compagnie des Indes hollandaise, mais aussi par les ventes de cabinets. Alors, en ce qui concerne, je vais être rapide, la compagnie néerlandaise, elle a pris l'hégémonie sur tout ce qui avait commerce sur l'Orient, essentiellement les épices, jusqu'à pratiquer, faire imposer une monoculture en ce qui concerne la muscade, le clou de girofle et d'autres épices. Et ainsi, Amsterdam devient le centre du commerce. Et bon, là où c'est important, c'est qu'ils instaurent une nouvelle pratique de vente. Bien sûr, on ramenait des cargaisons et des cargaisons et des cargaisons, mais il fallait s'en débarrasser ou les vendre. Et là, il y a création de ventes publiques aux enchères avec adjudication. Bien sûr, ça a d'abord concerné ce que je vous disais, les cargaisons, les épices, les étoffes, les porcelaines et les minéraux, les diamants. Et ces histoires de vente de cabinets ou de bibliothèques se développent en France aussi dans le système des ventes aux enchères avec adjudication. Et par rapport aux précédentes sessions de cabinets ou de collections, on a à partir de la vente aux enchères, il y a toujours une présence d'un expert et, tant mieux pour nous, la présence de l'obligation de fournir des catalogues de vente, c'est-à-dire, vous en avez certainement tous déjà vus, déjà consultés, vous avez par adjudication, les journées sont annoncées et vous avez des véritables bouquins qui vous donnent le contenu de ces cabinets. Et je citerai là ce qu'on reproche surtout à Romodelli, d'avoir été un faiseur de cabinets, mais c'est lui qui a commencé à faire des catalogues vraiment précis, des véritables livres, avec notamment la première vente qu'il a organisée en tant qu'expert, c'est la vente d'Avila. Mais la Hollande, ce n'est pas que le business, c'est aussi une forte tradition scientifique et universitaire. On connaît les noms de Huygens, Leeuwenhoek, Menschenbroek, Inkenhausch,
très libérale, elle accueille de nombreux savants ou personnalités étrangères. Linné a fait des séjours aux Pays-Bas, Descartes y a pris refuge. Et aussi, on a eu le passage de Pierre le Grand, qui en 1717 a racheté tout un cabinet qui appartenait à un riche pharmacien médecin, Albert Seva. Et l'autre avantage de la Hollande, c'est la présence de nombreux éditeurs et imprimeurs. La Hollande jalouse les Allemands pour la création de l'imprimerie avec des caractères amovibles, soi-disant, je parle non des Hollandais, inventé par Gutenberg, mais les Hollandais avancent le nom de Coster, qui lui aurait été le premier à avoir découvert cette technique. D'ailleurs, la statue de Coster, elle est en plein centre de la place de Haarlem, à 200 mètres du musée Taylor. Et donc, on a de nombreux auditeurs et l'absence de censure fait qu'on a de nombreux ouvrages auteurs interdits, enfin auteurs ou ouvrages interdits en France qui arrivent ou sont imprimés ou reproduits en Hollande. Ce qui amène pour la vente de cabinets, les premiers cabinets, bon, bien sûr, ont été vendus aux Pays-Bas, ça a drainé toute une population d'acheteurs qui ont fait l'enrichissement de beaucoup de cabinets français à l'époque. Donc, je vous ai parlé des campeurs, père et fils. Alors, c'était bien sûr la mode du grand tour, mais c'était un grand tour bien étudié, campeur, naturaliste et surtout anatomiste réputé aux Pays-Bas. Il envoie son fils Adrien pour 2 ans d'études à Paris. Et aussi, ça c'est un petit peu, je vais vexer les Hollandais, l'avidité hollandaise. Vous verrez avec l'autre personnage, Van Marroom, on achète tout ce qui passe. Et on n'évite pas les querelles désappropriées. Alors, je vous disais, le père et le fils ont une correspondance très fournie, 121 lettres, qui ont été décrites par la société Elias 2028. Et les lettres sont écrites dans la langue du pays de séjour, en français, qui est excellent, en anglais pour les courriers qui partaient en Angleterre, en italien un petit peu, et en néerlandais. Alors que ce n'était pas la langue de la famille Camper, puisqu'elle venait de Frise. On écrivait en néerlandais pour, disons, révéler ou échanger des secrets pour qu'ils ne tombent pas dans les mains de la police française. Alors, que va faire le fils à Paris? Ben d'abord, il doit étudier les mathématiques chez Lalande, la minéralogie chez Sage, avec Romée de Lille, de Menton et autres. Mais le fils est un petit peu en dilettante. Il fait ce que papa a demandé de faire, mais il prend aussi le soin de découvrir la ville de Paris. Et son souci aussi en hiver, c'était d'aller chercher un lac pour patiner. Grâce au contact établi par son père, qui avait déjà rencontré Buffon, parce que Peter était déjà venu en France avant son fils, Adrien est très bien reçu. Il ne rencontre pas Buffon à Paris, mais dans la propriété de Buffon à Montbard. Et là, il séjourne des semaines entières. Voilà un résumé pour rappeler ce que c'était Peter Camper. Il a fait une thèse, professeur à Franeker. Il effectue des séjours en Angleterre et en France. Il est marié à une riche veuve, enfin, c'était courant à l'époque. Et il a fait de la politique, mais il n'était pas très à droite, très autoritaire. Il est constitué à la fois par les patriotes et puis les gens de son parti. Et il est nommé Camper le menteur. Il meurt en 1789, juste en 89, après Buffon et avant Romée de Lille, qui était quand même pour lui des personnages très importants dans ses échanges et ses acquisitions.
Là, je vous présente simplement le type de correspondance. On pourrait faire des études graphologiques, mais monstrueuses. Ça, c'est une lettre que Camper a écrite et à laquelle René Delille a répondu le 7 septembre 1977. Je ne vous donne pas le détail, on le verra ultérieurement, mais ce sont, et là je vais vous faire circuler, 6 feuillets de grand format, chaque centimètre carré est rempli, et il y a 48 paragraphes. Donc le 48e, il est bien riche. Et tout ça sur différentes questions de ceci, de cela. Mais alors, déjà, pour nous, pour déchiffrer ces documents, on demandait un petit peu de patience. Peter Camper, qui était anatomiste et qui a fait ses premières armes sur un cadavre de cachalot, il s'est intéressé ensuite essentiellement sur les cétacés. Et avec Cuvier, justement, il a eu de nombreux échanges sur cette famille d'animaux ou d'ossements ou de restes. Ces travaux ont été après bien des disputes dont on verra ultérieurement. On verra que le fils a pris, il s'est assagi et il a publié les nombreux travaux de son père, des travaux posthumes auxquels, pour les cétacés, il a associé M. Cuvier. Ah voilà. Quand Peter envoie son fils Adrien Gilles à Paris, il y va aussi. Il confie des dessins, un portefeuille de dessins qu'il avait ordre ou conseil à présenter à Buffon et à Cuvier. Et là, il est très intransigeant. Il refuse que la moindre modification ou interprétation de ces dessins soit modifiée. Il refusera aussi à Cuvier, qui, vous verrez, a fait un passage aux Pays-Bas, de venir jusqu'à son domicile en Frise pour prendre des dessins ou faire des observations sur certaines pièces. Mais ça a été quand même heureux dans une circonstance. Là, je vous montre le détail. C'était, à l'époque, beaucoup de gens savaient dessiner, mais un dessinateur extraordinaire et un anatomiste de première. Et là, on voit un détail d'une anatomie d'un bras. Le caractère, on a repris quelques phrases juste pour dire qu'il s'était pris de colère avec un collègue, le médecin Lamberger, pour l'ordre de préséance dans le cortège universitaire. Parce qu'il se comparait, l'autre était médecin, Camper était anatomiste. Non, est-ce que la médecine devait passer dans le cortège avant l'anatomiste? Adrien, le fils, troisième fils, il va voir transmettre à son père les travaux qu'il aura vus, et surtout auprès de Buffon, et il achetait tout, c'est-à-dire livres, minéraux, fossiles et les abonnements à différents journaux. Oui, le père subventionne largement le fils, mais à la hollandaise, on exige les factures au centime près, un décompte précis. Adrien, il perçoit mal la réaction de Buffon, qui bien sûr voulait soutirer des renseignements, mais n'était pas du tout pas très intéressé par les dessins de son collègue hollandais. Et malheureusement, il a été malade, une maladie soignée au mercure. Son père, Adrien, a dû repartir, interrompre son voyage en France pour aller se faire soigner aux Pays-Bas. Son père est venu le voir à Paris pour le soigner. Et heureusement pour lui, tout s'est bien passé. Et à son retour, il s'intéresse à faire un voyage dans le sud de la France, où il loue un cheval, une calèche, et il voit ramasse des minéraux, achète des minéraux,
les renvoie depuis le port de Sète jusqu'au port d'Amsterdam, visite l'Italie. Alors voilà le contenu, enfin, brièvement, de quelques lettres. Et là, ça manque un petit peu cette correspondance, mais je pense qu'elle est générale. Quand on est en face de son interlocuteur, tout va bien. Puis par derrière, bon, il y a des petites critiques. Ici, c'est une lettre du jeune campeur à son père. Avant-hier, j'ai été au cours public de Bebanton au Collège Royal. Il y avait 30 auditeurs. Le professeur, ... On était au règne végétal. Il m'a presque fait dormir en galopant à travers l'histoire des Lilae, des boutons à feuilles et à fleurs. De ma vie, je n'ai entendu chose plus stupide ni plus puérile. Il vous raconte tout cela sans hausser ni baisser la voix, sans allocution ni éclore. Il commence ainsi, et cela d'une voix pleine, assez forte pour l'entendre. Le noisetier, c'est un arbre, besoin de bien de patience. Après, il nous relate un cours, une séance passée à l'académie. Il n'y avait que l'algèbre à entendre. Ceux qui n'étaient pas des mathématiciens ne faisaient que babiller. Monsieur le Président avait beau sonner la clochette et gronder, cela ne finissait pas. Le bourdonnement de ces académiciens surpassait la voix des démonstrateurs et métamorphisait l'académie en quelque chose approchant à un café. C'est dans ces rencontres qu'il rencontre d'autres savants, notamment Sage, avec lequel il a eu, enfin les deux, on a eu des échanges minéralogiques assez importants. Et il attendait aussi l'invitation de M. Buffon. Malgré les 55 lieues à parcourir, il voulait absolument accepter cette invitation à Montbard. Donc maintenant, on comprend. Mon très cher père, me voilà revenu hier soir, content comme un roi de la réception de l'accueil le plus flatteur du plus grand et du plus aimable génie de la France. Buffon regarde les dessins de Pétrus et il voulait les faire redessiner par ses propres aides et il retient, ce que je disais déjà, il a retenu Adrien à Montbard en 9 jours en compagnie de sa Madame Nadeau et ils échangent quelques heures et il remet encore des lettres à envoyer à différents collègues. La correspondance était très chère à l'époque et quand on pouvait avoir un voyageur ou quelqu'un, un proche qui partait, on lui remettait des lettres. Et Camper, qui, comme son père était assez près de ses sous, dit à son père, je vous ai fait passer 3 lettres par monsieur machin, mais pour éviter le surpoids, j'en ai arraché une page. C'est comme les problèmes de correspondance que tu évoquais sur quand l'envoi était de notoriété française, c'était moins cher que quand c'est du courrier privé. Voilà. Et oui, Petrus Camper, lui, bien que Buffon ne soit pas très porté sur, ne fait aucune réflexion positive sur ses dessins, pas méchant, il a le réflexe du médecin, il propose des traitements pour soigner la maladie de la pierre de Buffon. Et donc, Buffon est décédé de calculs rénaux et 17 de ces pierres furent distribuées à des savants à l'étranger et le musée Taylor en a reçu 2. Voilà, là ce sont d'autres avis sur des proches de Buffon, c'est de Bebanton. Et c'est René de Lille qui, dans un courrier à De Saussure, écrit « Je souhaite que vous soyez content de laisser méthodique de mes tableaux, donc sur les numéros, mais je crois néanmoins préférable à celui du docteur de Bebanton, qui commence là où les autres finissent et qui croit en savoir assez pour établir des lois dans une science
il étudie depuis 2 jours. Mais des petits mots comme ça, il y en a beaucoup. Les campeurs, oui, grands admirateurs de Romée de Lille. Romée de Lille qui avait déjà publié à cette époque 3 gros ouvrages, notamment son essai de cristallographie, et puis en 84, l'essai de cristallographie. Et l'appréciation d'Adrien, M. Romée de Lille m'a fait voir et démontrer son cabinet hier. Il a des vues grandes et justes. Je trouve M. de Lille un des hommes les plus intéressants. Il explique la formation des granites comme il suit. Toute la matière était en solution, le quartz, etc., dans une eau qui s'appelle l'eau du chaos. Elle s'est cristallisée et toutes les parties respectives se sont attirées et par la juxtaposition ont formé les parties de feldspath, quartz, schorl, nickel, ainsi, dans l'arrangement qu'on trouve. Et il est reparti donc avec beaucoup d'échantillons et des échanges, et il a Romée de Lille a permis à Camper de visiter son cabinet 20 fois. Bon, Peter Camper s'associe aux éloges et dit qu'il a organisé le cabinet sur celui de Romée de Lille. Son fils qui a repris les collections, qui a refait le catalogue du musée Camperani de son père, a lui modifié et il a refait la classification de Ali. Et voilà les prix. Adrien tient les comptes en 85. Il a acheté chez Van der Iver 1500 livres, donc le prix, la moitié de ce que vous m'aviez accordé. Il a payé tant et tant pour les numéros et 12, il reste sur mon compte. Arrive le 3e confrère, Martinus von Marum, qui lui était de Harlem, les 2 autres étant de la Frise. Pendant que Adrien Camper avait déjà commencé sa visite à Paris, Martinus von Marum, directeur du musée Taylor de Harlem, arrive et il s'appuie un petit peu sur Adrien parce qu'il ne parle pas très français et il profite des contacts d'Adrien pour aller discuter et parlementer avec les gens qui ne sont pas abordables directement à von Marum. Et il arrive à Paris et von Marum avait été connu pour avoir construit sa grande machine électrostatique. Et ce qui lui a valu une correspondance suivie avec Lavoisier et une réception chaleureuse à l'Académie des sciences. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Il faisait des essais, enfin pas seulement lui, un peu, selon moi, pas contrôlés. On faisait des décharges électriques et on regardait ce qui se passait. Et là, ça a été le premier en 1783, avec ses expériences un peu au hasard, hasardeuses, à pressentir l'existence de l'ozone. Il avait remarqué que quand il faisait partir des décharges comme ça, l'air prenait une certaine odeur. Il n'a pas su ce que c'était. C'est un Allemand qui, 40 ans après, a donné les caractéristiques de l'ozone, et le mot ozone en langue ancienne voulait dire odeur. Je pense qu'on perçoit ça aussi quand il y a de l'orage, une odeur de fer dans l'atmosphère. Et von Marum fait la connaissance de Faujas de Saint-Fond, qui lui donne des laissez-passer pour aller voir différents cabinets et collections. Et donc, comme il est écrit, il s'accroche au jeune Adrien, il se porte mal. Il acquiert toutes les œuvres de Romée de Lille et des nombreux échantillons. Il reviendra à Paris von Marum reçoit un séjour à Paris en 1802, mais ni Camper, ni Buffon, ni Romée ne sont de ce monde, et il se lie avec... oui. Et au travers de cette correspondance aussi, on a découvert, on se demandait si Werner avait jamais été en France. On ne savait pas. Et toute une petite annotation et tout, où il dit que von Marum a partagé le même hôtel que Werner vis-à-vis de la poste postérieure du Louvre.
Et c'est après ce passage à Paris, enfin, c'est une anecdote, que Werner a fait faire son portrait qui est maintenant affiché à l'école des Mines. Von Marum. Alors, il a été élève de Camper, il s'est surtout intéressé à la botanique. Et bon, c'est un petit peu la description de la création du musée Taylors. Peter Taylors, qui était un riche marchand d'origine écossaise, baptiste de religion, et il laisse un capital pour faire une grande institution ouverte au public, mais toujours principalement avec Von Marum, le cabinet d'instruments de physique, paléontologie, minéralogie. Les acquisitions faites pratiquement en même temps de tous les dessins de la reine de Suède et des Michel-Ange, qui sont toujours actuellement au musée Taylor, se sont faites par des relations différentes. Et voilà sa grande machine. Alors l'intérêt, c'était, bon, c'est pas lui qui l'a inventé, il en a fait une copie, mais elle est très grande. Et ce qui est important, c'est les deux plaques en verre qui ont été fabriquées par la compagnie Saint-Gobain et qui sont arrivées par mer. Elles font 1,70 m de diamètre. La baleine de la rue Dauphine. Voilà les premiers contacts néerlandais-français. Et il tourne autour d'un échantillon d'une pièce trouvée dans Paris, dans une cave. Von Marum étant arrivé, me fit ses compliments. Ça, c'est Camper. Et comme j'espérais qu'il prendrait la mâchoire de Petersberg, mise en vente par Peter Camper, je reviendrai sur les échantillons de la montagne de Saint-Pierre. Il a su qu'il y avait un os de la rue de Pine, donc Camper le conduit, et là, il y a déjà une friction entre les deux, une manque d'honnêteté, je dirais, de Von Marum vis-à-vis de Camper. Von Marum s'informe du prix, me dit non, sinon qu'il aimerait acheter que la grande pièce. Il n'en parle pas, je le conduis chez De Menton, chez Lalande, il me quitte pour aller s'arranger chez lui, et je trouve votre lettre qui me met de bonne humeur, et il n'est pas, mais il était chez le propriétaire à marchander. Enfin, il achète la grande pièce pour 10 louis. Et la chose n'est pas à négocier. Et Camper n'aime pas ses traditions, ses méthodes, et il dit c'est un homme que je n'aime pas. Et il parle mauvais français, donc je l'aime. Et Von Marum n'avoue pas à Adrien Camper qu'il s'était disputé avec Cuvier à propos de ce fossile. On était tous partis sur un échantillon paléontologique et chacun voulant un morceau de l'échantillon, on avait fait venir un scieur, un marchand, pour couper l'échantillon en deux. Et puis Cuvier, enfin ce que dit la légende, finalement Cuvier, qui avait le cœur vraiment paléontologique, a préféré céder la pièce entière à Von Marum que la voir coupée en deux. Et quand finalement Peter Camper démontrera qu'il ne s'agit, et ça a été vérifié par un conservateur hollandais ultérieur, Winkler, en 1770, que c'était une espèce actuelle. Elle avait été ramenée et échouée là dans une cave par un marchand de corsets qui avait fait venir la baleine pour les fanons. Après la Révolution française, c'est là où commence un virage dans les relations et la politique de la Hollande. Révolution, elle marque la fin d'une époque. Oui, Peter et Romé meurent à quelques semaines d'intervalle. Camper et Adrien revient aux Pays-Bas où il écrira donc les écrits, il publiera les publications de son père. Et le problème, c'était l'invasion de la Hollande par les troupes françaises. Et Von Marum a peur que les échantillons ne soient confisqués. Parce que dès lors où
les troupes françaises envahissent la Hollande, on envoie des commissaires du peuple pour confisquer au nom du droit du vainqueur. Et les relations envahisseurs-envahis n'étaient pas si évidentes que ça, en tout cas entre les scientifiques. Il y a une lettre où Faujas de Saint-Fond, qui était nommé commissaire du peuple pour les confiscations, dit à Von Marum, je suis à Cologne, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent que je pourrais vous mettre de côté? Donc, ils sont restés très amis. Et il a pu quand même sauver, grâce à Faujas de Saint-Fond, Von Marum a pu sauver les collections du Taylor's Museum, donc propriété initiale de la Hollande, et qui ne sont jamais partis. Et là arrive donc un nouveau statut. Non seulement les troupes envahissent la Hollande, il y a le système de confiscation. Et en 1810, non, avant 1810, Napoléon nomme son frère, lui, roi de Hollande, de cette partie de la Hollande. On parle toujours, moi-même je vous dis les Hollandais, mais attention, on dit les Pays-Bas, la Hollande n'est qu'une province, sauf à l'époque du roi Napoléon Louis. Et ce que la chance de Von Marum, enfin, et d'autres musées, c'est que Napoléon était très en faveur des Néerlandais. Et il habitait Haarlem, donc il faisait souvent des visites à Von Marum, il s'intéressait aussi aux sciences, et c'est grâce à lui qu'il a pu obtenir d'un autre commissaire du peuple, Robert Jaune, un administratif celui-là, l'exemption du logement des troupes dans le musée Taylor's et bien sûr la confiscation. Et la situation est un peu compliquée pour le roi Louis, que Napoléon, son frère, voyait mal d'un mauvais œil parce qu'il est un peu trop pro-hollandais. Louis a essayé d'apprendre le hollandais, mais avec difficulté. Et il existe jusqu'à maintenant une petite blague parce qu'il n'arrivait pas à prononcer le hollandais. Il était roi de Hollande, donc koning, et au lieu de prononcer koning de Hollande, Hollandse koning, il disait « Ik ben, je suis le konijn de Hollande ». Konijn, ça veut dire lapin. Donc, et il s'est opposé surtout violemment à son frère pour les histoires de conscription. Il ne voulait pas qu'il y ait un rassemblement des troupes des Hollandais qui soient pris dans les troupes françaises. Et finalement, il y a une lettre de démission dont j'ai une copie ici, du roi Louis qui quitte la Hollande en 1810 avec des mots très peinés envers les Hollandais, mais qui dit finalement à peu près « La Hollande, c'est ma deuxième patrie ». Un roi aimé de ses sujets. Et donc, c'est après Waterloo. On propose le retour du français au trône de Hollande, mais le Louis refuse. 1811, une belle étape pour les collections, c'est que Napoléon vient à Haarlem avec Cuvier. Et il ne vient pas pour confisquer, il vient puisque c'est un pays pour faire appliquer maintenant son nouveau système d'éducation. C'est à cette époque qu'en France, on commence à ouvrir les écoles centrales, les lycées. Et donc, Napoléon vient en compagnie de Cuvier, qui était en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale pour visiter, entre autres, le musée Taylor's. Et Napoléon dit à Von Marum, je vais vous donner une pension, et donc un salaire. Et Von Marum a pris peur, il a cru qu'on allait le mettre à la retraite. Mais ce voyage n'a pas été vain, puisque Cuvier retrouve son ami alors qu'il y avait eu de nombreuses tensions. Et
il retrouve, il voit l'échantillon de la rue Dauphine à Paris, mais il demande aussi à accéder au fameux Homo Divinitesti, c'est-à-dire l'homme qui était appelé l'homme du déluge. C'était une belle pièce historique qui avait été achetée par von Marum lors d'un passage en Suisse. Il avait acheté au petit-fils de Schweitzer, et c'est une pièce qu'on croyait... C'est la salamandre. Oui, c'est là où vous voyez, bon, c'est une réflexion, c'est quand von Marum il a fait son grand tour aussi en Suisse, il était accompagné par Konrad Escher von der Lindt. C'est un géologue suisse qui, le premier, a pressenti le système de charriage dans les Alpes. Donc, c'est l'homme témoin du déluge et qui a vu Dieu. Voilà l'échantillon. À gauche, l'échantillon tel qu'il a été acheté à Schweitzer est trouvé en l'état. Et malgré les réticences, mal de cœur et puis tergiversation de von Marum a autorisé Cuvier à dégager un petit peu la gangue de l'échantillon initial. Et au miracle, Cuvier a su dégager 2 pattes de l'échantillon initial pour découvrir que ce n'était pas un bassin d'hommes du déluge. Hein. La tête avait été prise pour le bassin. Les 2 pattes confirmaient que c'était un animal et que c'était la grande salamandre. Elle est toujours au musée Théos. Voilà, ça c'est une lettre de von Marum à Cuvier. Et il remercie encore Cuvier d'être venu, d'avoir fait la découverte. Et ces dessins, von Marum a envoyé des dessins à Cuvier, l'Homo Diluvi, le grand os. Et en échange, il réclamait des eaux de Montmartre, il réclamait. Là, de nouveau, il lui rappelle. Et cette demande a eu lieu à une fin 10 ans après une multitude d'interventions auprès de Cuvier. Cuvier décide d'envoyer son aide, son secrétaire Valenciennes à Haarlem, et il lui a déposé donc tous ces échantillons décidés dont le choix a été décidé par Cuvier, mais on n'a pas envoyé des doubles, mais des plâtres. Ces plâtres existent toujours. Et ça, c'est simplement une illustration pour montrer la tête du mosasaure, qui a fait aussi l'objet de disputes et de tergiversations entre von Marum et Cuvier. Et donc, ça, c'est l'exemplaire du muséum. J'ai omis de dire que Faujas était à Cologne prêt à donner des échantillons pour von Marum, mais la tête, les mâchoires de mosasaure, quand il est passé par Maastricht, il les a gardées pour le muséum. Il se défend de les avoir confisquées. Il affirme qu'il les a échangées contre 400 bouteilles de vin de Bourgogne de bonne qualité. Donc, mais Cuvier n'a quand même pas cédé, parce qu'encore dans la dernière lettre de Valenciennes, il est écrit: si vous pouviez céder encore un échantillon de mosasaure à notre grand professeur Cuvier, mais ça ne s'est pas fait. Eh bien, voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que... Merci beaucoup. Probablement des questions à poser. Merci. Merci pour cette passionnante communication. En effet, les relations franco-hollandaises ont été très... Sur les 161 lettres, on n'a pas tout dit. Hein. Non.
Oui, moi, je me suis plongé dans la correspondance de Camper à Cuvier, que je publie petit à petit. Et c'est Adrien Camper qui a vraiment suscité l'intérêt de Cuvier sur les animaux du gîte du bassin de Paris. Cuvier a probablement été passionné par ses collections de Camper, père et fils, et c'est ce qui l'a amené à se plonger dans la paléontologie, certainement. Et ils ont échangé aussi non seulement sur Mosasaur et tout, et Camper avait fait une grosse dissertation sur l'orang, entre parenthèses, orang-outan. Oui. Et là aussi, il y a eu des... Mais Camper a quand même, quand son fils a fait l'inventaire des collections, 20% de la collection de Peter était constituée par des échantillons de membres. Voilà. Donc, c'était vraiment des gisements qui ont fait parler, qui ont fait travailler et évoluer. Oui. Ce sont des correspondances absolument superbes et elles révèlent les caractères des uns et des autres. Ah, c'était des monstres. Oui. Et surtout, le pauvre Adrien, il est dans un pays occupé par les Français. Il est très malheureux. Et il dit à Cuvier que j'ai perdu tous les moyens de faire de la recherche. Ce sont les Français qui occupent nos pays. Et il est très malheureux. Mais la France lui a décerné, avec Franck Maron, ils ont été décorés de je ne sais quelle médaille, mais dans les citations, dans tous, quand il fait en tête de ses publications, membre de ceci, cela, il omet de mettre la décoration française. Des questions à Lydie Touret? Oui, je vous en prie. Donnez votre nom. Oui, je voulais vous demander, du coup, si je ne sais pas si j'ai omis quelque chose, si je n'ai pas très bien compris, mais du coup, vous avez les inventaires des pièces rapportées par Adrien Camper. Et alors, c'est ça que je n'ai pas très bien compris. Mais ces pièces, elles ont été des pièces achetées, acquises. Elles sont au musée Teller, c'est ça? Non, non, non. Ah, pas du tout, Camper, je suis désolé. Il n'y a pas d'échantillon Camper. Elles sont au musée du père, là où il a habité, à Franeker. Et elles ont été données. Camper a légué ses collections à British Museum, qui les a rendues et ils sont actuellement au musée de Groningue. D'accord, ok. Je pensais qu'effectivement, c'est un lien avec le musée de Teller. Oui. Oui, c'est un autre mosasaure. Enfin, les mosasaures, il y a eu plusieurs échantillons, mais Camper a été le premier à acheter la première. Alors, juste une petite parenthèse encore, ce qui est, enfin, je vais dire marrant. Sur le site de Maastricht, il y a 4 commerçants, enfin des gens dont 2 étaient des troupes françaises. Il y a eu Drouin, Hoffmann et 2 autres. Et j'ai lu ça dans une publication, on s'étonnait parce qu'à Maastricht, les gosses, ils jouaient avec les os, ils savaient qu'il y avait des os là. Mais du fait de la religion catholique, on ne s'intéressait pas aux fossiles. Et les 4 qui ont fait le business avec les os et les collections, c'était des protestants de la Wallonie d'époque. Petrus Camper, est-ce que c'est l'un des premiers paléontologues? Oui. Je dirais non, c'était le premier anatomiste. Il faisait tout, Cuvier faisait de la science par ses observations et comparaisons, et lui, il disséquait. C'était vraiment, et là, et l'étude de l'oreille interne et tout, elle est vraiment avec, et on voit que c'est une description médicale. Mais les cabinets, quand je vous ai parlé que les grandes ventes étaient faites par, c'était surtout les médecins qui avaient commencé cette histoire d'acheter tout ce qui se trouvait dans les cargaisons. Et Albertus Breda, donc c'est un marchand aussi qui avait une énorme collection, celle qui est partie en Russie. Lui, pour devancer les concurrents, quand les vaisseaux arrivaient des Moluques et autres,
avec sa petite barque, il allait au-devant des vaisseaux pour déjà récupérer les échantillons. Et c'est surtout les médecins qui étaient les premiers preneurs des choses rapportées, parce que les CV étaient utilisés en médecine, les minéraux étaient utilisés en médecine, et c'est eux qui ont un petit peu lancé ce besoin d'études des minéraux et des roches. Parce qu'on croyait... Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle d'électrostatique. Ah. Et vous avez évoqué donc la grande machine électrostatique de von Marum. Hein. Il se trouve que sur ma tablette, là, je l'ai sous les yeux, Oui. J'ai une machine électrostatique, Oui. donc je soupçonne qu'il s'agisse d'une machine de von Marum. Donc, si vous êtes experte, vous allez pouvoir me confirmer si je me trompe ou pas. Experte, non, c'est que avec les visiteurs, je faisais la ronde et puis on tenait d'une main un conducteur et de l'autre main, on ressentait le choc. Non, mais c'est une machine extraordinaire. Elle est accompagnée de 16 bouteilles de Leid, fait dans un bois absolument unique. Mais c'est une bonne réflexion que vous soulevez, parce que ce n'était pas seulement pour montrer ou essayer de soigner les gens. Dans une note de Romé de Lille, il essaye de faire la différence entre la détermination entre le diamant du Brésil et le diamant d'Orient. Et il dit que le diamant, bon, à part, il y en a un qu'on ne peut pas fondre, l'autre, il se vaporise, il y en a un qui pèse tant, la pesanteur, c'est ça. Enfin, et il en arrive à faire, il faisait des expériences sur la conductivité du diamant en disant non, ils ont des comptes, enfin, il n'appelait pas ça conductivité, mais elle fait passer l'électricité pour déterminer. Et donc, mais c'était essentiellement, initialement, pour faire des grandes décharges et puis pour soigner. Jacques Touret. Extraordinaire, puisque à l'époque de von Marum, ils arrivaient à tirer des éclairs de près de 60 cm. Et récemment, enfin période moderne, il y a l'Université technique de Delft qui a fait une reproduction exacte, hein, au millimètre près, et ils sont tout juste arrivés à faire des éclairs de moins de 10 cm. C'était vraiment une machine extraordinaire. 1,70 m. 1,70 m. 1,70 m. Il est transporté. Et juste non, pour finir, avec des pieds, là, envers, je sais que vous tous, et comme moi, on s'intéresse à l'histoire, on cherche tous les renseignements qu'on peut tirer. Bon, la correspondance est une chose, mais il y a des choses magiques aussi sur les étiquettes anciennes. Et donc, quand j'étais au Tellers, j'ai pu identifier des tas de collections par les étiquettes. Et je vais vous montrer une caractéristique très jolie de Faujas. Voilà, si vous trouvez ça dans vos collections, c'est du Faujas de Saint-Fond. Alors là-dessus, il y a essentiellement des renseignements scientifiques. Mais on pourrait faire vraiment une étude graphologique parce que les écritures sont significatives et je vais vous montrer si ça vous intéresse. La lettre du 7 septembre 1777, là, comme je disais, ça c'est le format normal. Il n'y a pas une place pour ajouter une virgule. Et en une des lettres, ben, il nous fait quand même 48 paragraphes. Et là, le dernier paragraphe, on ne peut pas conclure comme ça, je vous embrasse, je vous aime, tout à fait. Avec des écritures souvent très difficiles à lire. Enfin, vous avez tous eu à confronter les écritures du XVIIIe siècle. Et c'est vrai que quand Quimper a pris le fils à la relève, les grands étaient décédés. Donc, il n'y avait plus Buffon, il n'y avait plus Cuvier, il n'y avait plus son père.
à propos de son père, Roméo de Lille envoie juste un mot de condoléance, en fait, une lettre de je ne sais combien de pages. Bon, je regrette votre chagrin, vous vous en remettrez et tout. Puis je tourne la page, j'ai bien reçu votre caisse et on repart sur la minéralogie et la science. Moi, je trouve qu'il s'était un peu obsédé. Merci Lydie. Je peux ajouter pour l'histoire, la petite histoire moderne du grand spécimen de Mosasaur de Maastricht, qui est réclamé par les Pays-Bas depuis que la France a emmené le fossile. Un jour, j'étais dans mon bureau, la paléontologie, et j'ai entendu des clameurs et des chants dans la galerie de paléontologie où se trouve le crâne, toujours aujourd'hui. Donc, je suis allé voir. Il y avait une vingtaine d'étudiants hollandais avec des t-shirts orange et ils chantaient l'hymne national hollandais devant le crâne du Mosasaur. Je vous rassure, le crâne d'ailleurs a fait un aller-retour à Maastricht au cours d'une grande exposition pour commémorer les découvertes. Le muséum a accepté de prêter le fossile à condition qu'il revienne à Paris. Mais il a fait l'objet d'études complémentaires en étudiant la gangue qui se trouvait autour du fossile pour préciser très finement l'âge exact de la découverte du Mosasaur de Maastricht. Les relations entre les Pays-Bas et la France restent cordiales. Là-bas, j'étais la française.